Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des CLO, Collateralized Loan Obligation, sur le marché américain. Nous commencerons par une introduction au CLO, puis nous parlerons de la structure et des cycles de vie d'un CLO, et enfin nous terminerons par la régulation. Les CLO, que nous pouvons traduire par obligations de prêt garanti en français, sont des titres de dette émis par un véhicule de titrisation appelé SPV. L'émission des CLO fonctionne de la manière suivante. Un portfolio de prêts est constitué, composé généralement de dettes dites high yield, notation BB+, ou moins, fournies par les établissements ou des institutions financières. Ce pool de prêts est acheté et transformé par l'intermédiaire du SPV en un produit financier, le CLO. La transformation du portfolio de prêts réside dans la titrisation de ces derniers, c'est-à-dire que les prêts sont regroupés par niveau de risque dans différentes tranches. Ainsi, les remboursements des intérêts et du capital de la part du portfolio de prêt sont utilisés pour payer les coupons et le principal des CLO notes, ainsi que du cash flow résiduel pour la partie equity. Au vu de cette présentation des CLO, on remarque qu'à première vue, ils sont très similaires aux CDO. Cependant, ils sont structurellement différents. Comme on peut le voir dans le tableau, le collatéral ainsi que la diversification sont différents. Le deuxième élément différenciant est la présence d'un manager pour les CLO. Sur cette slide, nous pouvons voir un écran Bloomberg présentant la liste des CLO sur le marché américain. Voici maintenant à quoi ressemble concrètement un CLO. À gauche, nous pouvons observer l'ensemble des sous-jacents, des prêts d'entreprise. Après regroupement, le CLO est divisé en plusieurs tranches et ont chacune une note qui leur sont attribuées. La tranche AAA, ou senior, est la tranche la plus sûre. Ensuite vient ce que l'on appelle les tranches mezzanine et enfin la tranche equity, qui est la plus risquée. Le rendement des intérêts est alors proportionnel à la qualité de la dette choisie, c'est-à-dire au risque encouru. On remarque maintenant qu'en cas de défaillance de certaines entreprises qui composent le CLO, les tranches les moins bien notées, et donc les plus risquées, sont les premières à subir des pertes. Voici deux screens Bloomberg représentant les différentes tranches du CLO ABDLF 2020 1 an. Il existe trois différents types de CLO, classés respectivement en CLO 1.0, 2.0 et 3.0. Quelles sont les différences entre ces trois types de CLO? Tout d'abord, les 1.0 sont les premiers CLO émis sur le marché avant la crise des subprimes de 2008. Ensuite, avec la création des CLO 2.0, nous avons connu la disparition de plusieurs types de produits. Les synthétiques CLO, dont le collatéral est un CDS, ou encore les CLO squared, qui ont un collatéral étant eux-mêmes un CLO. On va pouvoir retrouver une différence dans la structure de capital entre les CLO 1.0 et 2.0, principalement au niveau des tranches, avec un temps de réinvestissement plus court. Certains CLO peuvent être composés d'obligations, ce qui n'est plus possible depuis la mise en place de la règle Volcker en 2014 et l'apparition des CLO 3.0. Mais pourquoi investir dans ce type de produit? Les CLO permettent d'évoluer à travers la structure de capital. Ils permettent une diversification géographique et une grande variété d'actifs sous-jacents. Ils permettent ainsi de transformer ces prêts sous-jacents à haut rendement, considérés comme speculative grade, en instruments financiers majoritairement de type investment grade. La structure des cash flows d'un CLO est différente de celle d'un prêt classique. En effet, les intérêts sont remboursés en premier durant la majeure partie du CLO de façon trimestrielle, puis le principal est remboursé en plusieurs parties en fin de vie du CLO, comme le montre notre graphique. Suite à la crise des subprimes en 2008, le cadre réglementaire des CLO a fortement augmenté, notamment en 2010 avec les nouvelles normes BAL 3, veillant à augmenter les fonds propres et la gestion des risques de liquidité. La value at risk est également apparue afin de quantifier la perte maximum d'un portefeuille à un horizon de temps donné. En 2014, la règle Volcker vise à limiter l'activité spéculative des banques en limitant la spéculation à court terme avec leurs fonds propres et l'investissement dans des fonds de pension ou en capital risque. En 2016, les règles américaines de rétention des risques ont eu un impact important sur le marché américain des CLO. Elles exigent que le CLO manager conserve au moins 5% du risque de crédit global des actifs. Cela garantit un titre adossé à des actifs afin d'harmoniser les intérêts avec ceux des investisseurs. Cependant, cette obligation a été retirée en 2008 pour plus de liberté. Enfin, dans un futur proche, les normes BAL 4 entreront en vigueur en 2022. La principale mesure sera de remplacer la méthode des notations internes par une méthode standardisée. Pour conclure, le marché des CLO a souffert de la crise sanitaire. Les émissions de CLO ont été divisées par 7 aux États-Unis entre février et avril 2020, comme vous pouvez le voir sur le graphe Bloomberg. Étant donné les incertitudes autour des conséquences économiques de la crise du coronavirus, il est difficile de prévoir si le destin du marché des CLO rejoindra celui des CDS.
Néanmoins, ce n'est pas par hasard que les CLO ont survécu à la crise des subprimes. Leur structure leur permet d'atténuer le risque d'un scénario semblable à la crise des subprimes. Merci de votre écoute.